Un grand leadership commence par le self-leadership. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous mon utopie en matière de leadership. Lorsque j'en ai discuté avec un ami, il m'a demandé si le leadership était une utopie. Aurions-nous même besoin de leaders dans l'utopie? L'utopie n'est-elle pas finalement le lieu et le moment où nous pouvons nous débarrasser de tous ces dirigeants et vivre libres? Je ne sais pas. Mais je pense que dans une utopie, il y aura des humains, si tout va bien. Et s'il s'agit d'humains, il faut espérer qu'ils seront toujours des êtres sociaux. Et chaque fois qu'il y a des êtres sociaux, ils se rassemblent et forment parfois des groupes, parfois des organisations. Et lorsque ces organisations existent, je pense que les mots de Peter Drucker sont vrais. Seules 3 choses se produisent naturellement dans les organisations: les frictions, la confusion et la sous-performance. Par conséquent, vous n'avez besoin de rien, mais tout le reste nécessite un leadership. Je pense que dans l'utopie aussi, nous devrions envisager un leadership. Mais la question est de savoir quel type de leadership. Devrions-nous nous tourner vers le modèle de leadership d'un héros où l'étoile brillante est la personne idéale? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, je souhaite explorer avec vous un autre type de leadership. Pour cela, je vous invite à faire une petite expérience de pensée. Pensez au meilleur leader avec lequel vous avez travaillé. Prenez quelques secondes. Pensez à cette personne. Qu'est-ce qu'elle a fait, dit, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, etc. Vous aurez tous fait l'expérience de différentes personnes, mais je ne pense pas que vous vous direz: eh bien, vous savez, la façon dont la personne m'a crié dessus le matin, c'était excellent. C'était tout simplement génial. Et je me suis dit: oh, probablement pas. Cette personne aurait certainement fait des choses différentes. C'est ce que j'aimerais explorer avec vous. Je pense que le leadership est une chose intéressante et qu'il est parfois exagérément glorifié. Mais chaque fois que vous devenez un leader, et j'ai eu la chance de diriger de petites équipes, de grandes organisations, des organisations à but non lucratif, des organisations à but lucratif, chaque fois que vous devenez un leader, vous avez comme un rendez-vous avec la réalité. Diriger, c'est un peu comme être parent. Vous avez toutes ces visions et ces idées sur ce que vous allez faire, et puis vous êtes dans l'instant présent. Et alors, ce que j'appellerais la formule du problème de leadership entre en jeu. Il est probable que les personnes auxquelles vous avez pensé, il y a à peine une seconde, maîtrisent cette formule. À quoi ressemble cette formule? Tous les leaders et tous ceux d'entre vous qui ont occupé un poste de direction ont peut-être été confrontés à des défis. Je pense que tous les dirigeants sont confrontés à la formule du problème du leadership, qui est la suivante: TLT, multiplié par les personnes, multiplié par le pouvoir. Multiplié par les personnes, multiplié par le pouvoir. Le premier est TLT, Too Little Time, en anglais, qui signifie pour moi trop peu de temps. Il n'y a tout simplement pas assez de temps pour faire les choses. Et on ne peut pas se dire que quelqu'un va s'en occuper. Non, c'est vous. Et vous devez faire quelque chose. Et ce dans quoi beaucoup de gens retombent, c'est ce que j'appellerais le syndrome du poulet sans tête. Ils courent partout et disent: oh non, non, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et ce n'est peut-être pas la meilleure façon de diriger. Ensuite, il y a aussi les personnes que vous dirigez. Tous les leaders sont confrontés à des personnes. Et pour ma part, je me souviens toujours de mon tout premier poste officiel de dirigeant, il y a plus de 10 ans. J'avais alors mes premiers subordonnés directs. Et mon premier subordonné direct entrait dans la pièce et j'avais tout prévu. J'avais une vision. J'avais l'esprit d'équipe. J'avais une histoire à raconter. Et c'est un jeune homme très sûr de lui qui est venu me voir et m'a dit: Lance, c'est bien gentil, mais j'ai une question à te poser. En fait, j'ai étudié la politique de l'entreprise en matière de courrier électronique et, vous savez, j'ai une devise. Je vis selon ma devise et je l'inclus toujours. Et ce depuis les 5 dernières années. Je l'inclus toujours dans ma signature de courriel. Puis-je faire de même dans cette entreprise? Et là, avec toutes mes histoires, avec toute ma vision, ainsi de suite, je me suis dit: quoi? C'est ça le leadership? J'ai donc étudié les manuels pendant 2 heures, etc. Finalement, nous nous sommes dit: d'accord, allons de l'avant avec celui-ci. Mais tous ceux qui ont vécu de pareilles expériences verront qu'il ne s'agit pas toujours de choses glorieuses et brillantes, mais de petites choses, de petites discussions que nous devons faire. Le dernier élément est le pouvoir.
Et c'est un élément intéressant. Une étude très intéressante a été menée à l'université de Berkeley en 1998. Elle a rassemblé des étudiants au hasard et les a répartis au hasard en groupes de 3. Dans ces groupes de 3, 2 d'entre eux devraient effectuer un travail de 2 heures et l'un d'entre eux était désigné au hasard pour être le superviseur. Et puis, comme toutes les expériences de sciences sociales, il y a eu une particularité. Au bout d'une demi-heure, les chercheurs ont apporté des biscuits. Le tout a été bien sûr filmé. Ils ont ensuite observé ce qui passait réellement. Ils ont formulé une hypothèse. Et bien sûr, les personnes désignées au hasard comme superviseurs ont mangé beaucoup plus de biscuits, mais pas seulement. Ils ont en fait laissé beaucoup plus de miettes de pain sur la table. Et c'était très visiblement mesurable. Et cela montre qu'après 30 minutes de statut aléatoire, de statut plus élevé, cette puissance se met en place. C'est quelque chose qui est en nous, en tant qu'humains. Et je pense que c'est aussi quelque chose dont nous devons prendre soin. Je pense qu'il s'agit là de problèmes classiques de leadership qui ne sont pas souvent pris en compte. Mais je pense que c'est une utopie. Nous devons nous y attaquer. Alors, comment faire? Quelle est la solution? Pour celui-ci, je crois que nous devons remonter le temps. En fait, près de 1800-1900 ans à Rome, auprès d'une personne appelée Marcus Aurelius. Certains d'entre vous connaissent peut-être Marc Aurèle. Marc Aurèle est l'une des figures prédominantes de l'école philosophique stoïcienne. Les stoïciens sont presque le zen de l'Occident. Mais Marc Aurèle est intéressant pour le leadership parce qu'il menait une petite activité parallèle. Il avait un petit travail clair de lune. Il l'était, et c'est pourquoi sur la statue, il est aussi, vous le voyez, sur un cheval. À l'époque, en plus d'être philosophe, il était empereur de Rome. L'historien William Irvine l'appelle le véritable phare du leadership éclairé. Il était censé être l'un des derniers des 5 bons rois de Rome. Marc Aurèle, d'après ce que nous savons de lui, disait des choses comme ceci. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Il ajoutait, agissez donc de manière vertueuse, utilisez votre temps à bon escient et soyez joyeux. Alors, quand vous tomberez de l'arbre de la vie, vous tomberez comme un fruit mûr. Pouvez-vous imaginer ces paroles prononcées aujourd'hui par des dirigeants tels que Trump, etc. Il est fort probable que non. Qu'a-t-il fait? Et nous savons que certaines choses ont été transmises par celui-ci. Je pense qu'il s'agit là d'un signe de leadership utopique dans lequel nous pouvons plonger. Il consacrait une grande partie de son temps à un domaine que j'appellerai le self-leadership, se diriger soi-même d'abord avant de diriger les autres. Et je pense que cela m'a étonnamment aidé à relever certains défis de la formule de leadership que j'ai partagée avec vous. Le fondateur de Visa, Dee Hock, a déclaré que si vous voulez diriger, consacrez au moins 40% de votre temps à diriger vous-même avant d'aller vers les autres. Mais comment faire? J'aimerais partager avec vous quelques stratégies que j'ai testées, avec lesquelles j'ai travaillé, etc., pour essayer de voir ce que nous pouvons faire dans le domaine du self-leadership. La première stratégie et le premier domaine du self-leadership est la conscience de soi. Lorsque l'on devient leader, il est essentiel d'être conscient de soi, mais cela devient de plus en plus difficile. Si vous avez déjà occupé un poste de direction, si vous avez déjà essayé de demander un retour d'information, ce n'est pas si facile. Vous demandez « Hé, l'équipe! Hé, le groupe! Puis-je avoir l'information ?» Très souvent, ce que vous rencontrez, c'est ce silence, comme dans ces anciens films occidentaux, avec ces boules de poussière. « Allez, j'ai besoin de retour d'information. »« Oh, génial, tout va bien. » Et vous savez que rien ne va. Vous signez le chèque de paie, en fait, et ils se disent « Super, brillant !» Bien sûr, il existe des moyens d'apprendre à demander un meilleur retour d'information. Mais je pense que l'une des choses que chaque leader peut faire, c'est de s'en assurer lui-même. L'un des outils dont je dispose est ce que j'appellerai la vérification des traits de caractère. Une vérification des traits de caractère, vous pouvez le faire par un dimanche pluvieux et procéder comme suit. Demandez-vous par exemple quel a été le pire leader que vous ayez jamais eu. Puis, réfléchissez à ce que votre visage fait alors avec cela. C'est moi qui y réfléchis. Puis, allez plus loin et demandez-vous ce qu'il ou elle a fait pour être un si mauvais leader. A-t-il crié ou a-t-elle crié? Ou a-t-il peut-être dissimulé des informations? Lorsque j'ai fait cet exercice, je me suis dit « Oh, ce mauvais chef !» La rétention d'informations. C'est là qu'intervient l'astuce de cet outil.
Attribuez-vous une note de 1 à 5. Dans quelle mesure êtes-vous, par exemple, capable de partager ou de dissimuler des informations? À quel point êtes-vous mauvais dans ce domaine? Alors, quel est mon plan pour progresser, pour devenir un très bon dans ce domaine? Car ce que nous trouvons mauvais chez les autres résonne très souvent en nous-mêmes. C'est l'une des choses essentielles à faire de temps en temps. Mais si vous faites cela, vous verrez aussi l'effet de traînée de considération. Vous faites cela le lendemain matin, vous êtes pleinement engagé, mais ensuite, comme un sentier, au début, c'est très net, mais plus tard, cela s'estompe. C'est pourquoi il existe une stratégie que Marc Aurèle mettait en œuvre chaque jour. Il s'agit de l'autoréflexion. Prendre quelques minutes au cours de la journée pour réfléchir aux défis que vous avez relevés, mais aussi à ceux que vous allez peut-être devoir relever au cours de la journée. Marc Aurèle était connu pour faire cela de nuit. Pour moi, cette réflexion de 5 minutes, je la faisais parfois le soir, parfois aussi le matin, sur mon bureau, en prenant un café rapide, puis en ouvrant mon carnet de notes et en posant quelques questions. Quels sont les défis que je m'apprête à relever? Comment mon leadership s'est-il déroulé hier? Comment le leader que j'aimerais être se comporterait-il face aux défis que je m'apprête à relever aujourd'hui? Posez ces questions et répondez-y. Sur la base des études intéressantes menées par l'Université de Californie, 1 ou 2 minutes de ce type d'exercice peuvent contribuer à augmenter votre niveau de compassion pour les autres et peut-être à vaincre le problème de biscuit dont nous avons parlé précédemment. Réflexion personnelle, 2 à 5 minutes. Et nous arrivons à la dernière, l'autorégulation. Vous savez, vous avez fait votre prise de conscience, vous avez fait votre réflexion, mais vous rencontrerez toujours ces moments, vous rencontrerez toujours ces réunions, les discussions que vous avez, où les gens qui vous ont fait des promesses viennent en disant « Oui, je ferai tout, j'aurai tout préparé ». Et ils entrent dans la pièce et vous les invitez à la discussion. Et ils disent « Parlons de quoi ?» Le rapport que vous avez dit être prêt. « Oh, désolé, je ne l'ai pas. » Et toutes les autres choses, les personnes qui vous défient, qui pensent qu'elles devraient être de votre côté et que vous devriez être de l'autre côté, etc. Et tous ces moments auxquels vous serez confrontés en tant que leader, lorsque vous penserez « Oh, arrêtez de faire cela. Faites ce que je vous ai dit maintenant. » Et ce n'est évidemment pas la meilleure façon de diriger. Mais quelle est la meilleure façon d'y parvenir? Par l'autorégulation. Un outil qui m'a énormément aidé est ce que j'appelle le recadrage. Le recadrage est un outil simplement qui vous permet de penser. Lorsque vous avez un problème qui surgit comme « Oh, oh, oh !» Je veux que vous vous arrêtiez. Pendant 1 à 2 secondes, demandez-vous, si une échelle de 1 à 10, quelle est l'importance de ce problème en ce moment? 10 étant mon objectif de vie, pour ainsi dire, qu'en est-il? S'il s'agit d'un 10, il vaut mieux s'y engager à fond. Mais très souvent, il s'agit plutôt d'un 2 ou d'un 3, etc. Et ce recadrage, cette prise de recul, peut vous aider énormément à faire face à la situation. Ce sont de petites stratégies, de petites choses. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est d'y réfléchir. Lorsque vous occupez un poste de leadership, investissez du temps, de la conscience de soi, de l'autoréflexion, de l'autorégulation et du self-leadership en général avant de vous lancer dans le leadership des autres. Car très souvent, nous entendons parler de leadership comme si les gens voulaient diriger les autres. Nous voulons tout faire. Pourquoi ne pas commencer par vous diriger vous-même? Je pense que si nous le faisons tous, cela conduira à l'utopie du leadership à laquelle nous pouvons aspirer. Et je crois que nous pouvons commencer dès maintenant. Et j'espère que si vous commencez tous à le faire maintenant, on demandera à quelqu'un, dans 10 ou 20 ans, peut-être dans notre utopie, quel a été le meilleur leader avec qui il a travaillé. Et peut-être qu'il pensera à vous. Je vous remercie.